Merci à Généraux. Il ne me reste plus que Fred pour me tenir compagnie. Merci Fred de rester. Et donc voici ma présentation. Alors, je vais l'ouvrir d'ici un instant. Normalement, ça fonctionne. Fred, est-ce que tu peux juste rallumer ton micro pour me dire si ça fonctionne bien chez toi? Juste me dire ça. Ça fonctionne. Magnifique. Merci beaucoup Fred. Et donc nous voici partis pour mon petit exposé donc sur comment débuter avec les dendrobatidés, donc la famille en général, de A à Z. Alors, je conseille vivement, comme vous pouvez le voir sur la diapo d'intro, de commencer avec Epipedobates anthonii, qui est pour moi, et je pense pour beaucoup de gens dans les dendros, l'espèce la plus facile pour débuter. Facile pourquoi? Elle est résistante, très très résistante, même aux variations de température. Elle est très sympathique, elle est facilement observable, elle chante, c'est joli, on en reparlera plus tard, ceci, et elle se reproduit avec une facilité déconcertante. Elle se reproduit vraiment, vraiment très très facilement. Donc pour débuter, si vous voulez débuter dans les dendrobates, je vous recommande vivement Epipedobates anthonii. Pour ceux qui font déjà de la dendrobate, cette diapo va rien apprendre, ne va rien vous apprendre, mais bon, sait-on jamais, peut-être dans la conception d'un terrarium, un truc que vous n'avez peut-être pas pensé, qui sait, en tout cas, je le souhaite. Alors, nous allons voir 5 points, le 6e étant la bibliographie, donc mes sources. Premier point, présentation de l'espèce. Ensuite, je vais vous montrer en détail, assez rapidement, mais en détail, comment aménager le terrarium pour des dendrobates. Il existe plusieurs solutions, plusieurs méthodes. Je vais vous montrer la mienne. Je ne dis pas que c'est la méthode absolue. Je ne dis pas non plus que c'est la meilleure. Je pense que les différentes méthodes ont chacune leurs points positifs et leurs points négatifs. Mais je vais vous présenter la mienne. Nous verrons ensuite la reproduction, l'élevage des têtards et des juvéniles, et une petite conclusion en fin de diapo. Donc, continuons. Alors, ici, rien de bien neuf, hein, tout est très très classique, j'ai envie de dire. Ben, forcément, c'est un amphibien, forcément, c'est un anour. Comme je l'ai dit, il fait partie de la famille des dendrobatidés, donc c'est une dendrobate. Pas le genre Dendrobates, mais il fait partie de la grande famille des dendrobates. Le genre Epipedobates et son espèce Anthonii. Alors, au niveau de la répartition, où trouve-t-on l'espèce? On la trouve donc en Amérique latine, Amérique du Sud. On le trouve dans le nord du Pérou, que vous pouvez peut-être voir avec ma flèche ici, et le sud de l'Équateur. On peut voir évidemment que le genre Epipedobates est très présent justement sur cette zone géographique. Et je le pense d'ailleurs de mes propres connaissances, je n'en vois pas autre part sur le continent. Je pense que l'Epipedobates est vraiment cantonné donc, au Pérou et l'Équateur. Donc, vous voyez qu'il y a différentes espèces. Évidemment, les plus communes en captivité sont tricolore et Anthonii. Alors, petit point. Anthonii a longuement été classé dans les tricolores, étant un morphe à part. Les études génétiques et compagnie ont démontré que non, c'est bien une espèce à part entière. Alors, tricolore, il ne faut pas faire du latin pour comprendre ce que ça veut dire. Tricolore veut dire 3 couleurs. Or, les épipedobates que nous avons en terrarium le plus souvent sont des anthonies. Ceci vient d'un site allemand que certains connaissent peut-être, Dendrobase. Voilà, c'est un site qui est très, très, très poussé justement sur les dendrobates. Et donc, certaines personnes ont encore ont des anthonies qu'ils appellent encore et qui vendent sous l'appellation de tricolore. Or, non. Celle qu'on a, la grenouille rouge avec les bandes claires qu'on a en tête quand on parle d'épipédobates, c'est l'Anthony. Encore une fois, d'après Dendrobase. Hein. Donc voilà, il faut essayer de vraiment faire la différence. Alors je sais, il existe beaucoup de morphes, hein, encore une fois, dans les dendrobates, surtout les épipédobates. Et donc, voilà, peut-être qu'il y a en effet un morphe d'Anthony qui ressemble, de tricolore qui ressemble à l'Anthony. C'est tout à fait possible, mais celle qu'on a en captivité, celle qu'on a en terrarium majoritairement, c'est de l'Anthony. Alors, au niveau de son statut sur l'IUCN, où est-ce qu'il se place? Alors, ce n'est pas dramatique, mais ce n'est pas non plus réjouissant.
Il est mis en presque menacé. Alors pourquoi je dis que c'est pas dramatique? Dans un sens, la grande majorité des amphibiens sont sur cette liste IUCN. Ceux qui ne le sont pas sont généralement parce que données insuffisantes. Mais voilà, on ne va pas se leurrer, tous les amphibiens sont, pour ainsi dire, sur la liste IUCN. Et dès qu'on est sur la liste IUCN, c'est déjà dramatique en soi. Le fait d'être même peu concerné ou quasi menacé, je trouve que c'est déjà, moi personnellement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, ce sera dommage. Alors, l'espèce, donc comme je vous l'ai dit, celle qu'on a en tête, il existe différents morphes. Les couleurs, vous allez voir, les photos sont toutes les miennes, enfin, quasiment toutes les miennes. Ce sont toujours les mêmes grenouilles. D'après l'éclairage, le flash, quoi que ce soit, les couleurs des bandes claires changent légèrement, allant un petit peu de fois blanc-crème à des fois un bleu électrique. Tout dépend de l'éclairage, à mon avis, à ce niveau-là. Mais donc, c'est une grenouille qui fait entre 18 et 30 mm, donc 3 cm maximum. C'est pas très gros, hein, c'est vraiment toute petite espèce. Et comme je vous le disais, donc la couleur qu'on a en tête pour ces grenouilles-là, c'est vraiment la classique, l'espèce nominale, qui est la rouge, qui rend un petit peu sur le bordeaux, avec 5 bandes claires lui traversant le corps. Donc ça, voilà, c'est vraiment la nominale, c'est vraiment ce qu'on a en tête le plus souvent quand on parle d'Anthony. Mais, évidemment, il existe, comme chez toutes les dendrobates, un nombre incalculable de morphes. Là, je vous en ai mis quelques-uns. Alors, Epipedobates, c'est pas le genre qui a le plus de morphes différents, loin de là. Hein. Je pense que Dendrobates tinctorius est l'espèce qui a le plus de morphes différents. Alors, un morphe, c'est quoi pour si jamais il y aurait des débutants parmi nous? Le morphe, c'est le fait que c'est la même espèce, c'est la même grenouille, il n'y a pas de différence génétique assez importante pour reclassifier ça, mais elles ont des couleurs ou un aspect légèrement différent par rapport à la localisation, à la localité où on les trouve. Alors, comme vous pouvez le remarquer, hein, les noms sont en espagnol. Très simple. Hein. Comme je vous l'ai dit, elle venait du Pérou et de l'Équateur, donc des pays de l'Amérique latine. On parlait espagnol, et donc forcément les noms de morphes, qui sont généralement les noms de la localité où on les trouve, sont des noms en espagnol. Alors vous voyez qu'elle est très très jolie. Les couleurs sont différentes. Certaines ont des bandes blanches très grandes, certaines ont une bande blanche qui prend quasiment tout le dos, plus noire, interrompue. Voilà, ici une couleur aussi très spéciale pour Buena Esperanza. Mais voilà, les morphes dans les dendrobates, c'est à en perdre la tête quand on est quelqu'un comme moi qui aimons vraiment savoir ce qu'on a dans le terrarium. Hein. Les copains le savent très bien que je suis légèrement paranoïaque sur l'espèce exacte que j'ai. Mais voilà, chez les dendrobates, c'est un peu un casse-tête à ce niveau-là pour certaines. Surtout Epipedobates Anthony, comme je vous l'ai dit, qui était dans Tricolore avant. Ce n'est pas encore bien assimilé chez tout le monde, mais bon, ça va venir, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, quelques remarques. Alors, c'est une grenouille sociale. Pourquoi je dis que c'est une grenouille sociale? Comme la grande majorité des dendrobates, mais pas des amphibiens. Généralement, les salamandras, les tritons, à part en période de reproduction, ils se croisent, et voilà, ils se croisent et sans plus. À part en période de reproduction, vraiment, ils se cherchent l'un l'autre. Voilà. Les épipédobates et les autres dendrobates que j'ai, hein, je possède d'autres genres de dendrobates, ce sont des grenouilles qui sont généralement ensemble, quoi. Donc elles se cherchent l'une l'autre, même si c'est la période sèche, même si les températures sont trop basses pour reproduire, elles vivent en petits groupes. Alors je pense que ce n'est pas obligatoire, ne disons pas ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas obligatoire, mais voilà, elles aiment vivre en groupe clairement. Elles exploitent tous les étages du terrarium, cela veut dire que vous pouvez très bien la trouver sur le sol, sur des racines ou des plantes ou quoi que ce soit, comme vraiment tout au-dessus du terrarium. Voilà, ça exploite vraiment toutes les couches. Et enfin, on y reviendra plus tard, mais il faut savoir que le chant du mâle est très très puissant. Je vous dis, c'est une petite grenouille, hein, 3 cm maximum. Et voilà, moi je trouve ça très très agréable. Hein, ça imite un petit peu le chant du canari, je trouve. Mais par contre, c'est puissant, quoi. Si vous voulez débuter dans les dendrobates, et que le terrarium est dans la chambre ou bien dans le salon et que vous aimez bien faire des siestes en journée, oubliez. C'est une grenouille diurne, donc elle ne va chanter qu'en journée, ça c'est clair et net. Par contre, dès qu'il y aura un rayon de lumière dans la pièce, si c'est votre chambre, ça va commencer à chanter. Et alors, je vous l'ai dit encore une fois, je trouve ça très très joli comme chant, mais c'est puissant. Et quand on a envie de dormir, ça peut être très très désagréable.
Alors, concernant la nourriture, bah, on reste sur du classique. En tout cas, moi, je reste sur du classique. Les grillons, en tout cas, voilà, ça dépend un peu de votre fournisseur, mais chez moi, je nourris au grillon 2 et 3. C'est une grenouille qui, par rapport à sa taille, est très, très vorace. Vraiment, elle n'a pas peur de prendre des grosses proies. Les Oratus que j'ai, donc les Dendrobates Oratus que j'ai juste à côté, elles sont 2 fois plus grosses que les épipédobates, mais quand elles voient un grillon 3, elles ont du mal à le manger. Alors que clairement, les épipédobates, il n'y a aucun souci. La droso, ça on ne la présente plus, hein, pour les dendrobates, c'est quasiment un incontournable et très pratique car très facile à faire sa propre culture. Hein. Vous avez des boîtes des anciennes boîtes à droso, vous les nettoyez, vous mettez de la banane que vous écrasez. Moi je mets un peu de paille dedans pour pas que les mouches restent collées et meurent dans la banane. Et voilà, quelques semaines après, vous avez des nouvelles mouches qui sont prêtes à être servies. Et enfin, le colembole. Alors le colembole, on l'utilise tous dans nos terrariums car c'est un très bon nettoyeur, on va dire ça comme ça. Hein. Il élimine tout ce qui est déchets et compagnie. C'est aussi très pratique dans les terrariums à dendro, sauf que ben, elles n'ont pas le temps. Elles se font déglinguer, mais à une vitesse folle, quoi. Alors, petit point que je tiens quand même à éclaircir. On en a discuté hier avec Luc et d'autres personnes lors des réactions avec les membres. Moi, personnellement, j'ai eu des soucis avec mes premières épipédobates de pattes arrière comme paralysées et tremblantes. Après recherche, il s'est avéré qu'apparemment ce serait dû à un manque de calcium. Moi personnellement, du coup, je saupoudre chaque mois, une fois par mois, je saupoudre les pois, avec du calcium et de la vitamine. Je mets les deux, je ne lésine pas, parce que le calcium tout seul sans la vitamine D3 ne se fixe pas justement sur les os, je pense. Et donc moi vraiment j'ai un complément de calcium et un complément de vitamine, je mets les deux une fois par mois, et depuis que je fais ça, je touche du bois, hein, ma tablette en bois, plus de problème. Et j'espère que ça va durer. Là maintenant ça fait quelques années, donc ça ne devrait plus arriver, mais ça m'est arrivé, ne lésinez pas, ne pensez pas oui le calcium, bon, comme ça, non. Une fois par mois, c'est pas du luxe, ça ne fait pas de mal aux animaux, ça ne peut pas faire du mal, donc je vous le conseille vivement. Alors, nous arrivons à l'aménagement du terrarium. Il existe deux méthodes, enfin il existe plus, mais il y a vraiment deux grosses méthodes qui sortent du lot. La méthode classique, je vais vous en parler brièvement maintenant, qui consiste à mettre des billes d'argile qui serviront de drainage pour pas que le substrat soit trempé. Comme vous pouvez le voir sur l'image quand je fais ce genre de terrarium, moi je mets de l'ouate pour aquarium pour ne pas que le substrat au-dessus tombe dans les billes d'argile. Et ensuite, je mets un substrat qui est composé chez moi de 50% à fibre de coco et 50% de tourbe. Ça permet à la fibre de coco de garder une bonne humidité ambiante, en tout cas le substrat, et la tourbe permet donc d'acidifier le substrat et est antifongique, donc ne permet pas le développement des champignons. Et enfin, la méthode que je vais vous présenter plus en détail aujourd'hui est celle du double fond. Alors certains utilisent des grilles, moi j'utilise des mousses d'aquarium, je trouve ça beaucoup plus facile à créer et pour le nettoyage aussi. Nous sommes partis. Alors, ce qu'il vous faut, alors un terrarium, alors pour les dendrobates en général et pour Epipédobates aussi, même si ce sont les petites grenouilles, je sais que certains disent oui, moi on m'a dit que dans un 30-30 ça allait. Non, pour moi 30-30 c'est juste pour l'élevage des jeunes et des juvéniles, basta. N'importe quel animal chez moi a un terrarium ou un aquarium de minimum, c'est vraiment le minimum pour moi, 45 sur 45 sur 45. Ou, autre taille standard, si vous voulez un terrarium plutôt en longueur, 60, 40, 40. Je ne descends pas en dessous de ça, du tout. Donc le terrarium, et je vous conseille d'avoir des plaques de liège ou type des Courgevel, ça on va en parler pendant la conception, de la mousse polyuréthane, j'utilise de la résine époxy, du silicone, pour aquarium de préférence, quelques racines, lianes et autres décors, de la fibre de coco, mousse bleue pour aquarium, mousse noire pour aquarium, des tuyaux. Alors ça, les tuyaux, c'est pas obligé. Hein. Tout dépend si vous voulez faire une cascade. Moi, je fais une cascade. Pourquoi? Vous allez voir, hein, donc les mousses bleues sont filtrants. Ça permet d'avoir une circulation d'eau. L'eau ne stagne pas. L'eau, du coup, passe dans le mousse bleu, est filtrée. Il y a une petite... Ça augmente aussi l'humidité ambiante de l'aquarium. Donc voilà, moi, personnellement, je mets une petite pompe avec une cascade, mais ce n'est pas obligatoire. Mais si vous faites une cascade, il faut les tuyaux d'aquarium, les coudes évidemment qui sont adaptés à ces tuyaux, une pompe d'aquarium. Alors ici, aspiration par le bas.
Pourquoi? Dans le terrarium pour dendrobates, il y aura un fond d'eau. Vraiment, il y aura, si je regarde le terrarium à côté, je vois qu'il y a genre 5-6 cm d'eau. Si ce n'est pas une aspiration par le bas, la pompe risque de tourner et de surchauffer. Alors, si elle surchauffe, elle, et qu'elle crame elle-même, juste qu'elle s'arrête, pas de souci. Maintenant, ça reste quand même des appareils électriques. Faites gaffe. Moi, perso, je préfère ne pas prendre de risques. Ça se trouve en magasin d'aquariophilie. Ce sont des toutes petites pompes. Hein. Moi, c'est une pompe de marque Micra, je pense. C'est italien, si mes souvenirs sont bons. Ça aspire par le bas. Du coup, pas de surchauffe et pas de problème. Une résistance d'aquarium, car je n'utilise pas de tapis chauffant. Le tapis chauffant ou les câbles chauffants, c'est plutôt justement pour la méthode classique, hein, avec substrat, billes d'argile. Ici, vu que tout le fond du bac va être rempli d'eau, j'utilise une résistance d'aquarium. Cela permet de chauffer l'eau. L'eau va s'évaporer, va mettre une bonne température ambiante et une bonne humidité ambiante. Alors, les buses, les connexions, la pompe et les tuyaux pour la brumisation. Alors, vu qu'il y a la cascade et la résistance d'aquarium, l'humidité, l'air va être saturé d'humidité, mais vu que ça va être un terrarium tropical, il va y avoir beaucoup de plantes et la brumisation, elle n'est pas trop pour vraiment voilà, pour mettre une bonne humidité et aussi nourrir les plantes. Un thermomètre, facultatif, mais toujours un plus, et de l'adhésif noir, facultatif aussi, mais vous allez voir que ça peut changer au niveau esthétique. Alors, premier pas. Je retrouve mes petites notes. Matériel nécessaire. Voilà. Alors, je refais, parce que je suis un petit peu paranoïaque, comme je vous l'ai dit, je refais tous les joints à l'intérieur du terrarium au silicone. Je les refais tous, parce qu'ils ne sont pas tous forcément conçus pour avoir de l'eau dedans. Et les fuites sont si vite arrivées. Et une fois qu'on a des fuites, j'ai eu l'expérience il n'y a pas si longtemps, Fred pourra le dire. Voilà, je sais que c'est casse-tête, vous essayez de réparer, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et voilà, là c'est problématique. Refaites les joints de l'intérieur, ça coûte pas grand-chose. Le silicone, de toute façon, vous l'avez, il va servir à autre chose. Un petit coup de silicone, un petit coup de doigt pour faire le joint, et c'est parfait. Ensuite, si vous faites une cascade, si vous faites ma méthode, vous devez avant tout placer les tuyaux. Vous les siliconez aussi, pour qu'ils tiennent bien. Calculez votre coût pour mettre la sortie d'eau où vous avez l'idée de mettre votre cascade et l'entrée d'eau, comme je mets avec ma souris ici, par rapport à la hauteur de votre pompe. Évidemment, si vous le mettez plus bas ou quoi que ce soit, les tuyaux ne vont pas s'emboîter et ben, ça ne marchera pas. Alors oui, j'ai oublié de le dire, mais un truc qui est assez important, c'est d'avoir l'image du terrarium en tête. Ne vous lancez pas en faisant n'importe quoi. Non. Prenez des exemples sur le net s'il faut, quoi que ce soit, les termes des copains ou peu importe. Mais il faut avoir l'image claire en tête de ce que vous voulez faire comme travail. Une fois que vous avez fixé votre tuyau, je prends la plaque de liège ou un décor type Joël, donc pour aquarium, hein, et je le silicone. Vous le voyez ici, donc en haut à droite de la plaque de liège par rapport à l'image. C'est creusé, j'ai creusé. En effet, si vous ne creusez pas, la plaque de liège ne touchera pas la paroi du fond du terrarium et ne sera pas bien fixée. Donc il faut creuser avec un simple couteau, hein, ça c'est très facile, les plaques de liège sont très meubles. Je creuse avec un simple couteau pour que le tuyau s'insère dans la plaque de liège. Une fois que vous avez siliconé, donc vous n'êtes pas obligé, moi je mets les 3 parois. Pourquoi 3 parois? Cela permet de mettre des plantes épiphytes directement dans les parois sur les côtés du bac. Et je pense que les grenouilles aussi se sentent plus à l'aise, voilà, plus en sécurité, plutôt que d'avoir 2 vitres vides sur les côtés et de risquer de voir des prédateurs arriver. Évidemment, en créativité, il n'y en a pas de prédateurs. Mais je pense qu'elles se sentent plus à l'aise comme ça. Ce n'est pas obligatoire, clairement. Celle du fond, ça fait joli et ça permet de faire notre décor. Mais je recommande de faire les 3 parois. C'est un plus pour moi. Alors, une fois que vous l'avez fait de votre paroi, vous mettez la mousse polyuréthane. Alors, vous voyez que j'avais déjà commencé à tailler. Vous voyez que la mousse ici, elle n'est pas taillée encore. Elle est lisse, arrondie et ce n'est pas très joli. Alors, ici, ça m'a servi pour fixer donc tout ce qui est racines, décors et compagnie. Mais il faut impérativement la tailler. N'hésitez pas donc à tailler comme j'ai fait ici la cascade. Donc ici, j'ai taillé ma cascade, qu'on verra mieux évidemment une fois que la résine sera mise dessus. J'ai taillé des genres de petits trous
et, on ne le voit pas sur l'image, mais des trous dans la mousse polyuréthane, ce qui me permettra de mettre des plantes directement dans la mousse polyuréthane. Une fois que vous avez taillé tout ça, comme vous voyez ici, j'ai retaillé, hein, ici, c'est très important de retailler. Pourquoi? Pour l'étape suivante. J'avance un petit peu trop vite, autant pour moi, je lis mes notes en même temps. Donc, c'est très important de tailler parce qu'on va mettre de la résine époxy. J'en parlerai plus tard, mais si vous ne taillez pas, le problème c'est que la mousse PU va se durcir et va faire un genre de voile plastique au-dessus. Du coup, la résine ne va pas adhérer. La résine va glisser, va couler, ça va en mettre partout dans le fond du terrarium et ça ne servira à rien, vous aurez gâché de la résine époxy. Il est important et impératif de tout tailler. Même si c'est juste la couche superficielle, il faut tout tailler pour que la résine prenne bien dans les pores de la mousse polyuréthane. Alors, j'ai prévu ici, si vous le voyez avec ma flèche, donc dans le coin en bas à droite, j'ai prévu de faire une petite partie aquatique. La cascade donnera dans cette partie aquatique-là. Vous n'êtes pas obligé de faire une partie aquatique là. Sur d'autres terrariums que j'ai, la partie aquatique est devant. Donc tout est devant. Mais comment la faire? Tout simplement en découpant un petit morceau de votre plaque de liège que vous siliconez à la mousse et au fond du terrarium, au verre. La cascade donnera ici, l'eau va couler, va monter ici et ensuite repassera par ici. On cachera cette partie-là par après avec un mousse noire, vous le verrez plus loin. Mais ça permettra d'avoir un petit point d'eau, l'eau passera, sera filtrée et sera redonnée, donc sera redistribuée par la cascade et ainsi de suite. Une fois que tout ça est fait, il faut avoir de la résine époxy. Il existe la colle époxy, mais ça coûte un bras. Si vous voulez faire un terrarium assez grand, ça coûte un bras. Moi, j'utilise donc de la résine époxy. C'est en deux éléments. Il y a la résine elle-même et un durcisseur. Généralement, c'est une proportion de 2 tiers, 1 tiers. Une fois qu'elle est bien mélangée, vous prenez un pinceau et vous enduisez toute la mousse polyuréthane de cette résine. Une fois que c'est fait, vous tapez, vous lancez, voilà, vous semez de la fibre de coco dessus. Vous laissez sécher pendant 24 heures. Et cette opération-là, il faudra faire 3 fois. Donc vous reprenez un nouveau pinceau, parce que votre pinceau sera foutu, hein, avec la résine. Une fois qu'elle durcit vraiment, hein, ça devient comme du bois. Donc vous prenez un nouveau pinceau, vous frottez tout la fibre de coco qui n'a pas adhéré, vous la refaites tomber dans le fond du terrarium, vous remettez une couche et vous remettez de la fibre de coco. Le lendemain, vous faites pareil, nouveau pinceau, vous rebrossez, vous remettez de la résine et vous remettez de la fibre de coco. Et ensuite, vous laissez sécher le plus longtemps possible. Minimum 1 semaine pour moi, mais laissez bien sécher. Alors, tant qu'on est sur la résine époxy, j'en parle pourquoi. C'est un produit chimique qui est très agressif quand il n'est pas séché. Donc, je vous conseille de mettre des gants, et même avec les gants, vous allez voir, c'est pas facile, parce que si votre peau touche la résine, je sais que je ne suis pas le seul, on en a discuté après la conférence d'hier, je sais que je ne suis pas le seul, mais ça fait une réaction allergique très agressive, l'époxy. Alors, vous allez dire, oui, mais tu mets des grenouilles là-dedans? Oui. Une fois que c'est sec, une fois qu'elle a vraiment bien durci et qu'elle est sèche pour de bon, il n'y a plus aucun souci. J'ai mes terrariums depuis des années avec des animaux dedans, je n'ai aucun problème à ce niveau-là. Mais faites attention, laissez sécher au maximum. Ensuite, pendant que ça continue un petit peu à sécher, je prends mon mousse bleue et pareil, je fais une encoche pour le chauffage d'aquarium et pour la pompe. Sinon, la mousse bleue ne se mettra à plat, il y aura une bosse et ça ne va pas être très joli. Ce serait dommage de faire un si beau terrarium pour avoir des détails qui sont un petit peu bâclés. Ensuite, je me place le mousse noir. Alors voilà, vous voyez bien, hein, mousse bleue comme le mousse noir, il faut le découper de la forme que vous avez donnée à votre terrarium. Le mousse noir, pas besoin de faire d'encoche, vu que la pompe, comme vous le voyez ici, et le chauffage, mais ils sont sous le mousse bleu, donc pas besoin de faire d'encoche au mousse noir. Ensuite, avec une visseuse, une perceuse, hein, dans le grillage, vous faites 2 trous au milieu et 1 trou à une extrémité. Le trou à l'extrémité servira pour faire passer les câbles de la pompe et du chauffage, tandis que les trous au milieu serviront à placer les buses pour la brumisation. Une fois que les buses sont placées, vous connectez le tout. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, il y a aussi plusieurs systèmes, il y a des systèmes maison et compagnie.
Tant que ça marche, c'est le principal. Donc moi, je suis avec des pompes de chez Rana pour faire un peu la pub, on va dire ça comme ça. Mais donc voilà, vous connectez tout avec les T, les coups, tout ce qu'il faut, vous connectez et normalement, il n'y a pas de souci. Et ensuite, enfin, avec l'adhésif noir, alors ce n'est pas obligatoire, comme je l'ai dit, mais moi je mets de l'adhésif noir sur les parois extérieures. Sinon, vous allez voir les points de silicone. Le silicone que vous avez mis pour fixer vos plaques de liège, vous allez les voir et c'est pas heureux. Je trouve pas ça heureux, donc un petit coup d'adhésif noir, vous trouvez ça au magasin de bricolage, ça coûte pas grand chose, ça va vite à faire et c'est beaucoup plus propre comme résultat. Ensuite, je fais tourner le bac avec de l'eau, avec la pompe, le chauffage, tout, comme si j'allais mettre les grenouilles, mais je ne les mets pas. Pareil, vous le faites tourner autant de temps que nécessaire. Vous voyez, l'eau est dégueulasse, il y a un dépôt qui se met, l'eau est jaune. Sur les décors, il y a une certaine mousse blanchâtre qui va se mettre. Je ne sais pas si c'est une réaction de la résine, si c'est un champignon qui se développe. Voilà, ça je ne sais pas. Mais moi, tant que le bac n'est pas clair de chez Clair, je frotte, je nettoie, je change l'eau autant de fois qu'il le faut pour avoir un résultat nickel. Une fois que c'est fait, vous allez chercher vos plantes. Hein. Alors, niveau plantes, c'est tropical, vous ne vous cassez pas trop la tête. Orchidées, tout ce qui est épiphyte, genre bromélia, tilensia, des pothos, du ficus, voilà. Tout ce qui est tropical, qui supporte une bonne température et une bonne humidité, vous pouvez mettre dedans. L'avantage des plaques de liège sur les comités, comme vous pouvez le voir ici, il y a aussi dans le fond ici, hein, derrière la liane, vous pouvez fixer des plantes directement avec un petit fil de fer, hein, ça aussi, le magasin de bricolage, fil de fer en U, vous le piquez dans le liège, dans les parois de liège, et les plantes tiennent, c'est nickel. Ensuite, je recouvre tout le mousse noir qu'on voyait ici qui était pas joli, je mets de la mousse de java. Comme vous allez mettre de l'eau au ras du mousse noir, la mousse de java va absorber l'eau et elle va vraiment bien prendre plus le brumisation. Moi, je mets un petit bout de mousse de java partout. Elle va envahir tout le décor. Ça va faire très, très, très joli, très, très, très forêt tropicale. Voilà, je vous recommande de mettre de la mousse de java. Ça marche du tonnerre pour cette méthode-ci. Alors, quelques petits points supplémentaires que je n'ai pas abordés avant parce qu'ils ne sont pas non plus obligatoires. Hein. Mais moi, je mets un joint de silicone aussi pour les parois de liège, pour les plaques de liège. Cela évite aux insectes d'aller se loger dans les interstices et de passer derrière les plaques de liège, ce qui empêchera vos grenouilles de s'alimenter. Donc un petit joint de silicone, ça va vite à faire et c'est propre. Je place un thermomètre d'aquarium, je ne me casse pas la tête. Voilà, ça permet de voir la température très facilement de votre bac. Et ensuite, donc comme je vous l'ai dit, hein, la partie aquatique, qui sera ici, qui va se remplir d'eau, le petit bout de plaque de liège qu'on a mis là, et je remets un mousse noir ici, pour cacher le mousse bleu qui est derrière. Donc l'eau va passer ici, et passera derrière ces mousses noires. Si vous mettez une plaque de liège qui fait tout, ben ça va déborder et ça va inonder la partie terrestre. Ce n'est pas le but. Donc il faut laisser un petit trou, et vous mettrez un mousse noir pour cacher le mousse bleu, et l'eau passera là, et sera filtrée déjà une première fois. Et voici ce que donne le bac, une fois qu'il est fini. Alors là, j'ai pris des photos de quand il venait d'être terminé. Il faut attendre, donc il a déjà bien évolué. Hein, je l'ai juste à côté de moi. Il a déjà bien évolué. Évidemment, la mousse de java va envahir le décor. Les plantes vont grandir, vont faire des rejets et ça va donner très, 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 très bien. Une petite jungle vraiment à la maison. Alors, au niveau de la maintenance pour la reproduction, chez moi en tout cas, je les maintiens entre 21 et 28 degrés. Je sais que certains s'amusent à faire une température de jour et de nuit. Pour des espèces peut-être plus délicates, oui. Pour Epipedobates, aucun intérêt. J'ai même déjà eu des pontes à 19-20 degrés. C'est une espèce, comme je vous l'ai dit au tout début, qui est très très résistante et qui demande finalement très peu de conditions pointilleuses. L'hygrométrie à 70-100%, donc avec la brumisation, la cascade et le chauffage qui est dans l'eau, aucun souci, vous les aurez. Taille du terrain, comme je vous le dis tantôt, hein, 45-45-45 ou 60-40-40 pour Epipedobates. Le pH, chez moi, je mets de l'eau du robinet. L'eau de puits convient parfaitement, hein, mais donc c'est de l'eau du robinet, donc un pH de 7, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Et j'ai mes pompes qui fonctionnent 4 fois par jour pendant 20 secondes. Donc j'ai une brumisation de 20 secondes 4 fois par jour. Alors, pour le dimorphisme sexuel, il n'y a pas grand-chose au niveau à l'œil nu en tout cas. Alors j'ai mis un petit juvénile avec la photo ici. Hein. Vous voyez que la couleur, il est plus petit et que la couleur n'est pas encore rouge, il est brun. La couleur rouge viendra seulement à partir de 10,
À partir de 10 mois, la grenouille commence à devenir rouge. Mais au début, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, elles sont brunes, elles ont leur bande claire, elles sont brunes, c'est tout à fait normal. Mais vous voyez qu'entre le mâle et la femelle, il n'y a pas de différence morphologique pour ainsi dire. La seule qu'on pourrait dire, c'est que la femelle, évidemment, comme la plupart des anours, est plus large, plus grosse. C'est la seule différence qu'on peut dire. Le seul point qu'on peut vraiment être sûr pour différencier mâle et femelle, c'est le fait que le mâle chante. C'est le seul point. D'ailleurs, le mâle chante, vous voyez ici, hein, avec son sac vocal, hein, une photo pas très belle, mais bon, pas facile de le prendre quand il chante. Alors, je vous fais écouter le doux chant, la douce mélodie de l'épipédobates. Voilà, ça me fait penser au canari, quoi. Par contre, on ne le remarque pas, mais c'est vraiment très, 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 très puissant. Je vous l'assure. Au niveau de l'amplexus, quand la femelle est prête, elle se met donc sur un site de ponte. Généralement, j'utilise des boîtes à pellicule photo, on le verra plus tard. Donc, quand la femelle est prête, elle vient près du mâle et le mâle se met en amplexus céphalique. Donc, ce n'est pas du tout comme les autres grenouilles qui prennent soit en dessous des bras ou soit au-dessus des pattes postérieures. Ici, le mâle se met juste sur la femelle et pose ses pattes avant le long de la tête de la femelle. Donc, le mâle pose ses pattes avant le long de la tête de la femelle. Alors, vous pouvez laisser le mâle faire, s'occuper. C'est une méthode que vous pouvez faire. Donc, le mâle surveille la ponte. Jusque, voilà, ici on voit les têtards qui sont vachement bien développés. Et une fois que les têtards éclosent, le mâle, je ne sais pas comment les têtards montent sur le dos, ça je n'ai jamais observé. Mais les têtards montent sur le dos, le mâle se promène dans le terrarium et ira déposer lui-même les têtards dans le point d'eau. C'est assez impressionnant à voir. Et les têtards, comme vous pouvez le voir ici, hein, donc dans la partie aquatique, il y a un têtard derrière, un autre ici. Les têtards se développent, ils mangent les déchets qui tombent, les grillons morts, de temps en temps je mets des paillettes aussi s'il faut, mais les têtards se développent bien et sortent de l'eau et voilà. L'inconvénient de cette méthode, si vous laissez faire les parents, c'est que une fois que vous allez vendre vos grenouilles, parce que comme je vous l'ai dit, hein, ça se reproduit beaucoup, souvent, et ça dépend de 10 à 20 œufs faciles, vous n'allez pas tenir toutes vos grenouilles. Et si vous voulez les vendre, il faut aller les chercher dans le bac des adultes, avec toutes les plantes, toutes les racines. C'est pénible. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous occuper vous-même des pontes. Alors, on va voir ici le développement d'une ponte. Donc, le jour de la ponte, les œufs ont un pôle végétatif et un pôle animal. Donc, le pôle végétatif, ce qui est blanc, c'est ce qui servira donc de sac vitelin pour le tétard. Après un jour déjà, à une température ambiante, hein, température de maison 21-22 degrés, vous pouvez voir déjà qu'il y a une division au niveau de l'œuf. Ensuite, le corps du tétard, après 3 jours, on constate déjà qu'il y a son corps, la tête et la queue. Là, il n'y a plus de doute, les têtards sont en plein développement. Après 7 jours, le sac vitelin, mine de rien, commence à se résorber. Au 9e jour, on approche de la ponte, ça commence à remuer un peu partout, vous ne voyez pas sur l'image, mais ça remue à ce niveau-là très très régulièrement. Et enfin, là on voit clairement que les têtards sont sortis de leur œuf, ils ne sont plus repliés, ils sont de toute leur longueur, c'est l'éclosion. Alors, comment faire si vous voulez vous occuper de la ponte? Donc, moi j'utilise des boîtes de pellicule photo. Les grenouilles, les dendrobates se reproduisent très très bien dedans sans problème. Vous récupérez la ponte et vous la placez dans une boîte plastique, c'est une boîte à grillons sans trou. Ou en tout cas, vous les bouchez avec du papier collant pour que l'humidité reste ambiante. Il faut mettre juste un fond d'eau. Il faut que la ponte touche l'eau, mais qu'elle ne soit pas recouverte. S'il n'y a pas assez d'eau, la ponte sèche et tout meurt. S'il y a trop d'eau, la ponte moisit et tout meurt. Donc ça, c'est un petit peu un calcul au début qui fait un petit peu galérer. Il faut juste que l'eau effleure la ponte. Une fois l'éclosion, je mets les têtards dans un bac, je mets une feuille pour acidifier l'eau. Alors ici, c'est une feuille de magnolia, mais généralement, j'utilise des feuilles de chêne. Avec le temps, vos têtards vont grandir. Et une fois qu'ils ont 4 pattes, en tout cas qu'ils approchent d'avoir 4 pattes, je déplace chaque tétard dans un petit bac avec de la mousse de forêt hein, ou de la sphaigne, peu importe. Et je mets un fond d'eau. Ainsi, dès que la grenouille est prête à sortir, elle sait sortir facilement et elle ne risque pas de se noyer. Alors, au niveau de l'alimentation, ici, c'est bien déjà, petit point, vous voyez que les têtards sont ensemble. Ce n'est pas le cas pour tous les dendrobates. Rarnitomea, par exemple, je suis obligé de séparer tous mes têtards parce qu'ils sont cannibales. Pas de problème avec Epipédobates, les têtards ne sont pas cannibales. Je les nourris principalement à la spiruline, tablettes pour poissons de fond et paillettes pour poissons. Ce que je fais, c'est que j'ai des bacs qui sont remplis d'eau. Mes têtards sont dans un bac, je nourris au matin et au soir, je les change de bac. Donc je les mets dans de l'eau, dans un bac où de l'eau a décanté pendant 24 heures.
Le lendemain matin, je renourris et au soir, je rechange de bac et ainsi de suite. Ainsi, pas de pollution. Les têtards sont quand même, je trouve, assez fragiles par rapport à des têtards de grenouilles plus robustes comme on a chez nous. Les têtards sont quand même assez fragiles. Une pollution de l'eau par la nourriture, on a vite des catastrophes. Et une fois qu'elles sont exondées, je prends un terrat et simple. Une racine pour décor et pour monter, une plante, un peu de mousse, un petit bac d'eau. Voilà, j'asperge tous les jours moi-même, manuellement ici, mais un setup très simple pour pouvoir voir si les grenouilles grandissent, se nourrissent et pouvoir facilement les récupérer lorsque vous voulez les distribuer. Voilà, je pense avoir tout dit. Si j'ai oublié quelque chose ou vous avez une question, n'hésitez pas à me le demander, que ce soit par privé ou sur Facebook. J'espère vraiment avoir été le plus complet, vous avoir donné l'envie de vous lancer dans l'aventure d'un dendrobates. N'hésitez pas, hein, donc ce que j'ai raconté ici fonctionne pour la plupart des dendrobates sans souci. Hein. Mais vraiment, Epipedobates anthonii, c'est l'espèce parfaite pour débuter. Et pour ceux que ça intéresse, je peux vous les redonner aussi. Donc, les sources, alors ici, comme je l'ai déjà dit, c'est ma méthode, c'est ce que je fais moi. Ce n'est pas la seule méthode, ni dans la conception du terrarium, ni dans le maintien, ni dans l'élevage. Il existe bien d'autres méthodes. Seulement, je vous explique ce que j'ai fait moi. Ce que je fais moi personnellement, avec succès, vu que j'ai des reproductions et que je m'en sors, je pense, assez bien. Vous l'avez vu sur l'image avec les jeunes. J'arrive assez bien à m'en sortir, à avoir assez bien de réussite. Donc voilà. Ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. C'est une méthode parmi tant d'autres, de mon expérience, mais il y en a d'autres. Il y a les blocs BTS, par exemple, pour la conception. Vous pouvez mettre tout en mousse polyuréthane aussi, par exemple. Voilà, il existe plein d'autres. Allez vous renseigner, mais n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure. C'est une aventure qui est très, très, très chouette et enrichissante. Voilà. Je ne sais pas si Fred est encore là, je vais aller voir. Fred, tu es toujours là? Je suis là. Ah, ça va. J'ai pas été trop ennuyant, mon cher Fred. Ça va, ça va. Mais niveau timing, hein, je pense qu'on est tous les deux aussi doués l'un que l'autre. Eh ben ça va. Écoute, c'est le principal. J'espère que ça aura plu aux gens. Merci à ceux qui ont participé hier. Merci beaucoup. Je vais quand même vous dire merci. Merci d'avoir participé hier. Merci à Luc, Gennaro et Fred d'avoir participé au jeu hier et aujourd'hui pour pouvoir permettre aux absents de revoir notre conférence. J'espère que ça vous a plu et on espère refaire ça prochainement. Peut-être pas trop vite, mais prochainement quand même. Voilà, merci Fred d'avoir resté pour me tenir compagnie. Merci à tout le monde et à la prochaine sur le groupe. Et André dit que le Covid sera terminé, je l'espère. Bonne soirée. Bien. Merci bien également, Fred. Au revoir.